Donc le planning de cette session aujourd'hui, nous reprendrons donc l'introduction pour le contexte de ces flash meetings et deux topics, un rapide sur le nouveau Magic Quadrant du Gartner autour de l'hyperconvergence, du marché de l'hyperconvergence en général en 2018, et nous parlerons du sujet d'aujourd'hui sur la partie Data Efficiency, comment optimiser le stockage de sa plateforme Nutanix. Une démo, donc où est-ce qu'on retrouve un peu ces options, comment on lit un petit peu les rapports de réduction de données, etc., où se trouve l'information. On verra ça sur une démo. Et on terminera par un résumé, finalement, les bonnes pratiques de façon générale, tout mécanisme confondu, et puis l'avenir de cette partie efficiency au sein de la plateforme et de DSF, donc Distributed Storage Fabric. Et on finira par des questions-réponses, si jamais vous avez des questions concernant ce qu'on aura vu. Le contexte, donc, ça, pour rappel, nous avons lancé l'année dernière le groupe des utilisateurs Nutanix en France. Le groupe est hébergé sur LinkedIn. Donc si jamais vous n'êtes pas encore membre et que vous souhaitez rejoindre la communauté, je vous invite à vous enregistrer sur ce groupe. Les flash meetings font partie en fait de cette approche groupe d'utilisateurs en France, et l'idée c'est de vous faire régulièrement, le but étant d'avoir un flash meeting par semaine, d'un format court, 30 minutes, avant la pause du déjeuner, pour parler d'un point en particulier autour de la technologie Nutanix ou de l'actualité autour de Nutanix. Première partie, donc, ce nouveau Magic Quadrant chez Gartner. Donc c'est une annonce qui a eu lieu en fin de semaine dernière, donc Gartner a mis à disposition un nouveau Magic Quadrant, cette fois bien estampillé hyperconvergence, donc le marché en 2018. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, donc le Magic Quadrant était convergé d'infrastructures dans lequel tout était plus ou moins mélangé. Donc ici, maintenant, nous avons un vrai Magic Quadrant sur l'hyperconvergence et plus. Et donc, le premier point intéressant, c'est la définition qu'a donnée le Gartner. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, je vous invite à lire ce rapport qui fait quand même 27 pages, qui est très, très intéressant, qui est bien représentatif du marché aujourd'hui et de ce vers quoi il tend. Et donc, ce qu'on pourra noter, c'est qu'effectivement, le Gartner confirme cette position de leader pour Nutanix, qui est finalement un petit peu à l'origine de ce type de plateforme, de l'hyperconvergence comme form factor pour une plateforme plus globale qui pour nous est la plateforme Enterprise Cloud. Donc voilà, le Gartner confirme un petit peu cette vision qu'on a eue dès le début. Et on vous mettra aussi à disposition une traduction en française de ce rapport qui pour l'instant est effectivement en anglais. Donc sous peu, on vous mettra à disposition une version française. Donc le sujet d'aujourd'hui, la partie Data Efficiency. Donc DSF, qui est l'architecture du côté du stockage, Distributed Storage Fabric, qui est finalement la brique Software Defined Storage au sein de la plateforme Nutanix, fournit des mécanismes avancés pour optimiser la capacité du stockage. Donc on va retrouver deux familles de mécanismes. La partie Data Avoidance, qui est là pour empêcher la création de données inutiles. Donc on retrouve traditionnellement la partie Thin Provisioning et la partie Intelligent Cloning. Et la deuxième partie, qui est celle dont on parle le plus souvent, qui est la partie Data Réduction. L'idée étant d'éliminer les données répétitives, soit au moment où elles sont écrites dans le système, soit en les transformant post-process. Donc post-traitement, on utilise des fonctions mathématiques pour optimiser la donnée, pour transformer cette donnée. On va retrouver trois technologies au sein de la data réduction qui sont la compression, la déduplication et la partie erasure coding. Donc maintenant, je vais vous présenter donc ces 5 méthodes, ces 5 technologies, leur fonctionnement et les bonnes pratiques associées en environnement Nutanix. Alors bien sûr, ces mécanismes sont intelligents et adaptifs, et on le verra après dans le résumé et la roadmap future, un petit peu l'évolution qu'il va y avoir autour de tout ça. On va commencer, on va les prendre dans l'ordre, donc on va commencer par la partie Thin Provisioning. Donc là, rien de particulier, Thin Provisioning,
c'est quelque chose de bien connu. Le principe étant de faire de l'over provisioning, en fait, over committing de ressources. Donc, on fournit plus que ce que l'on a de réelle capacité. En partant du principe qu'on va trouver un juste équilibre au moment où la plateforme sera pleine, de la faire évoluer par rapport à la perception qu'avaient les utilisateurs de ressources plus importantes que ce qu'il y avait réellement dans la plateforme. Du côté de Nutanix, c'est quelque chose qui est activé par défaut. On utilise le team provisioning sur nos storage containers. Pour finir, c'est assez intéressant, mais le fait d'avoir pensé dès le départ cette approche team provisioning dans la plateforme, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des performances équivalentes, voire meilleures que par rapport à du provisioning dit épais ou tick provisioning, le full provisioning dans la plateforme. Donc les mécanismes en fait de gestion du stockage prennent de façon native l'utilisation du team provisioning et améliorent au final les performances globales de la plateforme en utilisant cette approche plutôt que du stockage historique traditionnel en mode tick. Par contre, on utilise par défaut le team provisioning, mais en fonction des besoins, comme par exemple du côté d'Oracle ou encore le fault tolerance chez VMware, qui demande en prérequis d'utiliser du tick provisioning. Le DFS supporte le fait de pouvoir provisionner en mode tick, donc Eager 0 ou Lazy 0 tick, en utilisant les primitives en fait VAI, vSphere aurait les primitives d'intégration en fait. Donc c'est les primitives NAS qui permettent de faire ce type de provisioning dans la plateforme. Donc on peut, par défaut, c'est du team provisioning. Du côté de vSphere, par exemple, on utilise NFS, puisque le stockage est présenté en mode NFS. Donc c'est naturellement du team provisioning, mais on a la possibilité de pouvoir aussi provisionner en mode épais en fonction des prérequis de ce qui va tourner comme application sur la plateforme. Rien de plus du côté de team provisioning, c'est quelque chose qui est bien connu. Rien de plus. Là où ça commence à être intéressant, c'est du côté intelligent de cloning. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'utiliser, en fonction de l'hyperviseur que vous allez utiliser, les mécanismes présents d'optimisation, comme VAI pour VMware, ou encore le View Composer for réintégration, toujours dans un environnement VMware, ou encore ODX sur Hyper-V, ou de façon complètement naturelle, directement, en faisant des appels par la plateforme Nutanix ou encore à travers Prism au moment où on va déclencher des clones. On utilise en fait le redirect on write comme technologie qui est bien connue, qui est aujourd'hui ce qui permet d'avoir des opérations de clonage qui n'utilisent que des métadatas, c'est des maps, en fait on va créer des maps de pointeurs, donc il n'y a aucune opération d'entrée-sortie d'IO qui n'est générée, donc aucun impact sur le fait d'empiler les snaps à répétition, ça n'a pas d'impact de performance. Ça ressemble en fait à ça, on a une machine qui fonctionne, qui a son disque de base, on va la cloner et à partir de là on va créer des maps, on va rendre la base du clone immuable, immutable, et on va commencer à travailler sur des maps pour tout ce qui sera différenciation, tout ce qui va générer des modifications par rapport à la base d'image. Et on ne va écrire finalement que ces modifications-là. Du point de vue de la VM, sa map, son disque, en fait, c'est complètement transparent. Et du point de vue de la performance, on n'a aucun impact sur les performances en empilant. Donc on peut aussi empiler les snapshots à répétition sur une machine donnée, ou encore utiliser la partie clonage d'une machine de référence, par exemple un Windows 2012 R2. On a une image, un template que l'on va cloner à répétition. Et c'est ça qui va nous permettre en fait d'optimiser de façon masquée le stockage, puisqu'on n'utilise que des pointeurs. On ne multiplie pas la donnée au sein de la plateforme. Donc là, on est sur la data avoidance, on évite d'écrire de la donnée inutilement. Donc ça, c'était pour la partie data avoidance, les deux mécaniques qui sont complètement transparentes et qui ne demandent finalement aucune intervention pour les configurer dans la plateforme. Maintenant, on va attaquer la partie data réduction. Donc de ce point de vue-là, compression, déduplication et rasure coding, on va avoir la possibilité de les configurer ou pas au sein de la plateforme. Donc du côté de la compression, le Distributed Storage Fabric fournit une compression en ligne et post-process, post-traitement.
La méthode en ligne, en fait, compresse tous les I/O d'écriture entrantes sur une taille de 4 kg dans la partie uplog, donc qui est le write buffer. On va voir juste après dans un schéma les différentes couches pour ceux qui n'ont pas encore la vue du fonctionnement du pass I/O au sein de la plateforme, hein, entrée-sortie, écriture-lecture dans la plateforme. Donc tous les I/O entrants d'une taille de 4K dans le uplog seront compressés inline, et les flux séquentiels de données qui sont d'une taille d'I/O supérieure à 64 kg, eux ne passent pas par la partie uplog et rentrent directement dans l'extensor, que l'on verra, cet extensor qui est à cheval entre la partie SSD et mécanique pour les configurations hybrides, sera donc compressé à la volée. La méthode de post-traitement, elle, comme on s'y attend, écrit en fait initialement la donnée sans la compresser et va appliquer une compression post-traitement en fonction du temps qu'on aura configuré pour déclencher l'analyse de ce post-traitement, qui par défaut est à 60 minutes sur la plateforme et utilisera donc le framework curateur MapReduce de la plateforme Nutanix. Donc comment ça fonctionne? On retrouve pour la partie compression inline l'architecture en fait d'entrée-sortie du point de vue du stockage au sein de la plateforme. Donc on a trois niveaux en fait, hein, trois niveaux de données qui sont la partie mémoire complète. Donc là c'est la mémoire qui est présente dans la CVM, dans la contrôleur virtual machine de Nutanix. Donc c'est l'espace de données de mémoire en fait que l'on a alloué à cette CVM. On a ensuite de la donnée dans la partie SSD, pour la partie uplog, et on a l'extensor qui, lui, est à cheval entre la partie SSD et disque mécanique pour les configurations hybrides. Donc ce qu'on voit en fait ici, c'est les entrées, donc la partie séquentielle ou la partie draining, donc là c'est tout ce qui sort de l'uplog pour aller vers l'extensor, et tout ce qui est supérieur à 64 kg qui ne passe pas par l'uplog rentre directement dans l'extensor, et inline sera immédiatement compressé in memory. Donc ça se passe au moment où c'est dans la CVM et au moment où ça rentre dans l'extensor. C'est immédiatement compressé. Pour tout ce qui sera I/O de 4K random qui rentre en fait, tout ce qui est flux random rentre dans l'uplog, hein, qui est le write buffer de la solution, qui lui est dans la partie SSD pure. Là, tout sera aussi compressé. Donc ça, c'est inline. Pour la partie post-process, le fonctionnement, lui, par contre, on est sur une écriture traditionnelle, pas de traitement de fait, que ce soit dans la partie uplog ou dans l'extensor, et c'est en post-traitement, après l'intervalle que l'on aura défini, que l'analyse va s'opérer et que la compression va se réaliser, qui par défaut est à 60 minutes actuellement dans la plateforme. Au niveau des algorithmes qui sont utilisés au sein de la plateforme, on utilise LZ4 et LZ4HC. Pour la partie compressée inline, donc le premier traitement qui est fait, on utilise LZ4, qui permet d'avoir le meilleur équilibre entre finalement l'impact de performance qui sera pratiquement transparent et la puissance de compression qu'on aura au final, qui est moins importante que la partie LZ4HC, qui elle compresse davantage, mais qui forcément, si on l'utilise dès le départ, aurait un impact sur les performances plus important. Donc on utilise les deux. Et pour savoir quand est-ce que c'est utilisé, on caractérise en fait les données froides qui vont déclencher l'utilisation de LZ4HC sur deux catégories. La première qui sont sur les données régulières, hein, les données, le dataset régulier qui sera considéré comme candidat au LZ4HC à partir du moment où on n'aura pas eu d'accès en lecture-écriture sur 3 jours. À ce moment-là, on compresse plus la donnée. Et pour la partie snapshot, donc là on est sur les données immutable, hein, immuables, pas d'accès en lecture-écriture sur une journée, on appliquera l'algorithme LZ4HC sur ces données. Les bonnes pratiques. On recommande, donc de toute façon il y aura le résumé à la fin, les bonnes pratiques, on recommande la compression inline pour pratiquement tous les workloads. Si jamais on a des workloads qui sont extrêmement sensibles à la latence, c'est qu'on a une perception d'impact sur les performances de la plateforme. À ce moment-là,
on peut passer sur la compression post-process. Par contre, on n'utilisera pas de compression pour tout ce qui sera donné, qui serait encrypté au sein de la machine virtuelle, donc une solution X ou Y qui protège la donnée. À ce moment-là, on ne l'utilise pas. On ne recommande pas d'utiliser la compression sur ce datastore, parce que c'est sur un container, en fait, un storage container, que vous allez avoir la granularité de l'utiliser. Donc il faudra créer un storage container pour cette donnée spécifique et ne pas appliquer de compression dessus. Et pour effectivement tout ce qui est donné qui est déjà par nature compressé, donc tout ce qui est image, audio, vidéo, qui embarque déjà une compression dans son format, n'est effectivement pas candidate à la compression, pour éviter en fait de faire tourner du cycle CPU dans la CVM sur de la donnée qui ne serait pas candidate. Donc à ce moment-là, on utilise un storage container sur lequel on n'applique pas de compression pour éviter de perdre des cycles CPU sur cette donnée. La déduplication. La partie déduplication, c'est finalement ce qu'on entend le plus aujourd'hui. Historiquement, on parlait beaucoup de déduplication. C'était l'élément qui a mené le plus de gains de stockage dans la plateforme. Ce n'est pas le cas, en tout cas pour la plateforme Nutanix. La partie déduplication, elle, est assez spécifique et finalement, on a deux types, on va voir, de déduplication. Le principe de fonctionnement, c'est finalement d'appliquer une fingerprint sur toutes les données qui rentrent en utilisant en fait un hash de 16K de type SHA-1. Donc chaque donnée se retrouve associée à une fingerprint dès que la donnée qu'on a demandé à être candidate à la dédupe rentre dans la plateforme. Donc on n'opère pas d'opération dessus, c'est juste qu'on les fingerprint. Et ce qui nous permet après de pouvoir faire tourner le moteur de déduplication sans avoir à rescanner la donnée, puisqu'on ne va que consulter la métadonnée, donc toutes ces fingerprints, pour détecter là où on va avoir la répétition de données pour finalement la retirer et ne conserver qu'une fois la donnée dans la plateforme. Donc ça va fonctionner comme ça. Les IO vont rentrer dans la plateforme, ils vont recevoir leur fingerprint et on va avoir le moteur de déduplication qui va opérer l'analyse sur la donnée par la suite pour la nettoyer. Les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est effectivement quand on est du côté de la déduplication, c'est de bien avoir la mémoire associée à ces CVM d'au moins 24 Go, voire 32. Donc on a deux types de déduplication. La partie cache déduplication qui est sur la lecture. Donc là, c'est la déduplication de la lecture. Et on a la déduplication de type capacité qui, elle, est sur toute la partie stockage de la plateforme, qui, elle, demande en fait une CVM à 32 Go de mémoire. Les bonnes pratiques. Donc pour où est-ce qu'on utilisera finalement la déduplication? La partie cache, on l'utilisera tout le temps. Voilà, on activera la déduplication du cache puisque finalement on va dédupliquer les lectures dans la partie, en fait dans le cache, le unified cache de la plateforme. Et le fait de réduire la consommation de données dans ce cache, on va optimiser, finalement on va améliorer les performances en lecture de la plateforme de façon globale. Donc la bonne pratique, c'est d'activer cette déduplication en permanence du côté du cache. Par contre, pour la déduplication de type capacité, sur l'intégralité de la plateforme, on l'utilisera finalement pour les full clones. Donc pour un environnement VDI qui utiliserait l'approche full clone, à ce moment-là, on l'utilisera. Et après, c'est pour des cas assez spécifiques où finalement on a donc la notion de base image, ou encore on utiliserait Hyper-V, et donc avec ODX on a quelque chose d'intéressant avec la déduplication de la plateforme, ou encore du clone cross-container, mais qui n'est finalement pas ce que l'on recommande, puisque l'idée c'est qu'à la fin on ait un seul container, et on va le voir après dans la roadmap, l'après aussi un container. L'idée c'est vraiment de simplifier au maximum l'administration du stockage et de ne conserver qu'un seul storage container.
on l'a vu, finalement, on ne va créer de nouveaux storage containers que si on va avoir de la donnée assez spécifique, comme de la donnée chiffrée, ou encore de la donnée par nature volumineuse et déjà compressée, vidéo, etc. Donc pour ces cas d'usage spécifiques, c'est là où on va finalement créer un storage container à part sur lequel on n'activera pas compression, ou alors pour la partie full clone VDI où on activerait la déduplication de type capacité. Donc la bonne pratique, hein, c'est vraiment d'avoir un seul storage container et en fonction de ces cas spécifiques, de créer un storage container à part pour optimiser finalement la plateforme dans son utilisation quotidienne. Donc la déduplication, finalement, elle n'est de type capacité, elle n'est pas recommandée hein, pour tout ce qui est autre que principalement la partie full clone VDI. Donc on utilise rarement la déduplication de type capacité. Je vous montrerai de toute façon tout ça après dans la démo, où se trouvent les différents éléments. Pour finir avec la partie Erasure Coding, donc vous le savez, la plateforme repose sur la notion de facteur de réplication, hein, RF, qui est là pour amener le maximum de disponibilité de la donnée. Cette méthode, en fait, est celle qui a la meilleure performance, puisque finalement, en cas d'échec ou de failure dans la plateforme, on ne va pas avoir de notion de RAID ou etc. qui amène une pénalité, puisque l'on doit finalement recalculer la donnée en permanence, puisqu'il manque un élément dans la plateforme, avec toutes les approches RAID traditionnelles. Donc RF, c'est bien, sauf que ça a un impact plus important, puisqu'on divise par 2 la volumétrie de la plateforme, en RF2, et par 3 en RF3. Donc pour trouver un équilibre quand la donnée en sera candidate, on a la possibilité d'utiliser Erasure Coding, que l'on appelle ECX dans la plateforme, et qui finalement retrouve cette approche RAID, dans lequel on va optimiser la donnée par stripe, et où on va utiliser la notion de parité dans la plateforme. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on applique tout ce calcul et cette transformation de la donnée en mode Erasure Coding sur de la donnée froide, et on caractérise cette donnée froide pour toute donnée qui n'a pas été réécrite sur 7 jours. Et à partir de là, toute donnée qui n'a pas été réécrite sur 7 jours sera candidate à l'Erasure Coding et se retrouvera à appliquer le mécanisme d'Erasure Coding. Donc, le fonctionnement, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir choisir la panne que vous souhaitez tolérer avec Erasure Coding, le nombre d'éléments que vous souhaitez avoir la possibilité de perdre sans avoir d'impact sur la disponibilité de la donnée. Et ça va forcément jouer sur l'approche parité. Pour avoir une approche de type RF2, finalement, on va utiliser du N+1, donc 3 données pour une parité ou 4 données pour une parité, ou encore une approche de type RF3 où on va avoir du N+2, 3 data pour 2 parités ou encore 4 data pour 2 parités. Important ici dans le compte, quand on dit 3, on va le voir après dans le schéma, 3 data, une parité, ça veut dire au moins 4 serveurs, puisqu'on va répartir ce stripe sur les différents nœuds du cluster. Et donc pour faire un 3 data, une parité, il nous faut au moins 4 serveurs. Et on verra que la bonne pratique, c'est d'en avoir un en plus pour pallier aux pannes et reconstruire le bloc manquant pour limiter l'impact. Ou encore 4 data pour une parité qui correspond à 5 serveurs. Et on recommandera d'en avoir au moins 6 dans la plateforme. Même principe, 3 pour 2 parités, ce qui veut dire 5 serveurs, et on recommandera 6. Et 4 pour 2, ça veut dire 6 serveurs, on recommandera au moins 7 serveurs. Pour la capacité utile, finalement, pour un stripe de 4 data pour une parité, on aura 80% de capacité utile, et son approche en mode 2 parités, elle sera de 66% de capacité utile. Le plus simple, c'est un tableau. Donc ici, comment on lit ce tableau? Alors, on va avoir sur la gauche le nombre de nœuds dans un cluster. Donc ici, on n'applique pas la bonne pratique d'avoir un nœud supplémentaire, on le verra par la suite, mais en prenant une approche, la première ligne,
Donc si j'ai un cluster par exemple de 4 nœuds avec une capacité RAW sans protection de 80 Tera, en faisant simple, un RF2 nous amènera 40 Tera de données utiles dans la plateforme. Si jamais je passe en mode Erasure Coding de 2 data pour une parité, ça me donnera au final 53 Tera utiles. Donc on voit que je gagne 13 Tera utiles sur la plateforme. Et pour les autres algorithmes, ce n'est pas candidat, puisque j'ai pas assez de nœuds. Et la continuité du tableau se lit de cette façon-là. Si jamais j'ai 7 nœuds dans mon cluster, je pourrais du coup, par rapport à 140 Tera de données brutes et 60 Tera en RF2 traditionnel, je pourrais passer sur de l'Erasure Coding un stripe de 4 data pour une parité. Ça m'amènera à 112 Tera utiles. Donc on voit qu'effectivement, on regagne beaucoup de données en utilisant Erasure Coding, mais par contre, ce n'est que sur la donnée froide et forcément, ça a un impact sur l'aspect performance de la plateforme. C'est pour ça qu'on ne le recommande que pour la donnée froide. Le fonctionnement est simple. Ici, j'ai un exemple avec 5 serveurs, 5 nœuds dans mon cluster. Pour faire simple, j'ai une VM par cluster qui tourne. Donc on voit la donnée, pour la VM du premier nœud, j'ai une donnée jaune qui a été écrite, elle est sécurisée sur 2 nœuds. Donc cet exemple mélange du RF2 et du RF3. Donc pour la donnée jaune, on a une écriture en local et la sécurisation sur le nœud 4. On voit le jaune sur le 4e nœud. Pour le orange, on l'a sur le premier nœud en local et sur le nœud d'à côté. Et ainsi de suite, avec certaines machines qui sont en RF3 et qui donc ont 3 écritures pour la donnée. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On analyse finalement la donnée. Tout ce qui n'a pas été réécrit sur au moins 7 jours devient candidat à l'Erasure Coding. Et en fonction du stripe que l'on a configuré, donc là par exemple, le premier stripe, lui, c'est du 4 donc 4 data pour une parité, et le deuxième stripe, lui, il est sur 3 data pour 2 parités. Donc là, on analyse les différents blocs de la plateforme, et on va nettoyer la plateforme pour ne conserver qu'une fois la donnée, en ayant constitué ces différents stripes, comme on le retrouverait dans une approche traditionnelle de type RAID. Les bonnes pratiques. On recommande d'utiliser en fait un cluster avec un nœud supplémentaire par rapport au stripe que l'on aura choisi d'utiliser. Donc par exemple pour un stripe de 3 data et une parité, on recommandera un cluster de 5 nœuds pour éviter du coup, pour fournir l'espace nécessaire à la reconstruction en cas de problème sur un nœud. Hop. Tac. Ensuite, on ne recommande, du point de vue de la taille des stripes, de ne pas dépasser un stripe de 4 data et une parité ou de 4 data et 2 parités, puisque plus le stripe est important, plus du coup l'impact sur la partie CPU de la CVM et le réseau augmente. Donc on recommande de rester sur du 4 pour 1 ou du 4 pour 2 en taille de stripe dans la plateforme. Les bonnes pratiques, forcément, comme je le disais, on recommande l'utilisation de l'Erasure Coding sur des données de type worm, où finalement on écrit une fois et après c'est juste pour de l'historique, sur tout ce qui sera backup, archive, file server, si jamais ce sont des file servers traditionnels où on n'a pas d'application métier à fort utilisation de la partie NAS qui est utilisée, ou des serveurs de log en fonction aussi de leur utilisation, ou aussi de la donnée de type email en fonction de la solution. Si on a par exemple des banques de données d'archives, ça peut être un candidat intéressant. Hop, on arrive à la fin de notre session. Donc après, tout le reste n'est pas candidat à l'Erasure Coding. Donc l'utiliser vraiment que sur la donnée froide. Je vais donc accélérer sur la démonstration pour vous montrer. Hop. Hop. Comment lire tout ça sur la plateforme. Voilà, donc là vous êtes sur votre
dashboard traditionnel, quel que soit l'hyperviseur. C'est complètement agnostique à l'hyperviseur. Dans la partie stockage, vous allez retrouver ce dashboard dans lequel on va avoir la notion de capacité optimisation de représenter. Donc ce compteur de data d'optimisation de la donnée, c'est bien la data réduction. Donc la data réduction, hop, ici, donc on voit bien la data réduction, c'est ce qui reprend les trois technologies dont je parlais, la déduplication, la compression et l'erasure coding. On ne compte pas la partie data avoidance, tout ce qui est clone optimisé et le team provisioning. Donc là, on a un facteur d'optimisation qui est réel, c'est-à-dire un vrai facteur d'optimisation de la donnée sur la transformation de la donnée avec la dédupe, la compression et l'erasure coding. Ici, vous allez retrouver en fait la quantité de données qui a été sauvée de façon globale, tout le stockage confondu. Et l'overall, ce dernier compteur, l'overall efficiency, lui, par contre, prend en compte, en plus de la data réduction, la data avoidance, donc tout ce qui est cloning et team provisioning. Donc là, forcément, on va avoir des ratios beaucoup plus importants d'optimisation de la donnée, mais qui ne font pas forcément sens. Ici, la partie cache des duplications, elle, remonte l'optimisation au niveau du cache. Ça, c'est la bonne pratique que j'avais dit, d'activer tout le temps la déduplication de type cache, pas celle de la capacité, qui est que pour les full clones, mais par contre, celle du cache, on l'utilise. Et là, vous pourrez voir l'optimisation du côté du cache en lecture, après avoir activé cette optimisation. On retrouvera plus de détails au niveau de la partie table pour un container sur la partie détail ici. Vous verrez en fait le taux de data réduction container par container, qui peut être intéressant ici, et la quantité de données que vous avez optimisée container par container. Pour finir, comment on active et désactive les différentes fonctionnalités. Donc là, on voit dans le dashboard, on voit ici les informations, leur état, hein, l'activation ou pas, donc compression, cache des duplications et capacité des duplications, et enfin erasure coding. Pour le modifier, vous allez sur un container, vous allez dans ses propriétés, dans les paramètres avancés, et là vous aurez accès à la compression. Donc la compression, soit elle est à 0 ici, et ça veut dire qu'on passe en inline, soit elle est avec une valeur différente de 0, ça veut dire qu'on passe en mode post-process, et la bonne pratique c'est de partir sur 60 minutes. La déduplication ici, on l'active de cette façon-là, en activant la case à cocher cache. Quelle que soit la licence, vous avez cette optimisation de disponible. La partie cache, donc déduplication du côté capacité, elle est soumise à la licence Pro que vous devez avoir aujourd'hui, donc Pro et Ultimate, pour avoir accès à celle-là d'optimisation. Moi, j'ai pas mis de licence, donc j'ai le warning. Et pour l'erasure coding, c'est l'option qui suit de l'activer ou pas. Donc ça peut se faire à la volée, vous pouvez l'activer et le retirer en fonction des besoins. Et donc à tout moment, si jamais il y a un événement X ou Y dans la plateforme, vous avez la possibilité de venir faire les modifications sur le container. Voilà pour la démo. Pour finir, en résumé, je vous recommande donc d'utiliser des CVM de 32 Go. À partir de la 5.1 d'Acropolis Operating System, je vous recommande d'utiliser effectivement des CVM de 32 Go, alors au moins 24 Go, sinon 32, d'activer la compression inline, et si vraiment il y a un impact visible du côté des performances, à ce moment-là de passer en compression post-process à 60 minutes, d'utiliser la dédupe cache, de type cache, d'utiliser la dédupe de type cache et capacité pour uniquement la partie VDI full clone, et d'utiliser Erasure Coding pour la donnée froide. Le mot de la fin, le futur, c'est qu'effectivement on travaille sur le fait de retirer l'approche storage container. Donc plus de storage container finalement dans la plateforme, et la data efficiency sera gérée au niveau des vDisks, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais par simplicité, l'application, les technologies s'activent sur les storage containers, mais s'appliquent finalement aux vDisks participant à chacun des storage containers. Mais aujourd'hui, c'est déjà une option qui est disponible par vDisk. Donc, la fin pour nous, c'est effectivement d'enlever l'approche storage container, que le DSF et le machine learning, le moteur de machine learning de Nutanix qui s'appelle XFIT,
analyse le fonctionnement de chacune de vos VM et de leurs disques associés et active en fonction de ce qui se passe pour les machines, active ou pas certaines des technologies qu'on vient de voir dans cette présentation. Donc assez rapidement, cette année, le but c'est qu'effectivement on enlève toute la complexité du côté de la partie stockage et que ce soit la plateforme Nutanix qui pilote la data efficiency pour chacune de vos VM. Bien sûr, toujours, vous aurez la possibilité de modifier manuellement les décisions prises par la plateforme, mais in fine, notre objectif, c'est de simplifier tout ça. À bientôt.